Oui. Je propose de passer donc à la troisième grande partie qu'on a déjà un tout petit peu abordée tout à l'heure, c'est voir en quoi le recours au TIS peut avoir une influence sur les différents types de fractures qu'on évoquait tout à l'heure, la fracture sociale, la fracture numérique, la fracture culturelle. Je pense que ce serait intéressant justement d'entendre votre voisin, Claude Tilquin, Maxime Duquesnoy. Est-ce que justement le recours donc, à ces technologies d'information et de la communication permet d'avoir un impact, par exemple, sur la fracture sociale ou numérique, dans ce que vous voyez, dans ce que vous avez vu dans votre action quotidienne? Dans les expériences qu'on a menées, notre première crainte, justement, c'était finalement, est-ce qu'on n'allait pas creuser encore un peu plus la fracture sociale par rapport à des personnes qui n'avaient peut-être pas accès à l'outil, qui allaient se trouver démunies, etc. Et finalement, un peu à la fois, on s'est rendu compte que la fracture n'était pas celle qu'on pensait, c'est-à-dire que l'accès à l'outil était relativement généralisé. Ils arrivaient à accéder plus ou moins facilement à l'ordinateur. On avait organisé des permanences dans l'école et les gens ne venaient pas systématiquement. Ils avaient l'ordinateur de l'enfant, du voisin, d'un ami qu'ils pouvaient utiliser. Par contre, la fracture, elle est davantage dans la peur que suscitait l'outil. Et quand ils venaient à l'école, ce n'était pas tant pour avoir accès à un ordinateur, mais pour avoir la présence de l'enseignant à côté, qui allait pouvoir les rassurer. On s'est rendu compte que ça réduisait les fractures parfois dans les familles aussi. Vous aviez le fils ou la fille qui tapait le travail de papa ou maman, nous l'envoyait par mail. J'ai eu pendant quelques mois une correspondance avec un enfant de 12 ans qui m'envoyait les travaux de sa maman pour ce travail de fin d'études. Mais en même temps, ça crée des liens qui manquent parfois en convention sociale où l'adulte vient seul et déconnecté de sa famille. Et là, ça mettait des liens auxquels on n'avait pas du tout pensé préalablement, mais qui finalement réduisait la fracture qui pouvait être celle qu'on craignait et qui finalement était beaucoup moins importante dans les faits. Donc une peur au début et puis à l'usage finalement un bénéfice, quoi. Un bénéfice, je dirais que la fracture qui reste, je reviendrai sur ce qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est parfois finalement la rigueur. C'est parfois la difficulté qu'ont les gens de se fixer des balises pour se mettre au travail. Comme disait Claude Tilquin tout à l'heure, c'est travailler à la maison, dans le bruit des enfants, il faut s'aménager un endroit pour travailler plus ou moins au calme dans la mesure du possible. Et c'est un autre apprentissage, mais qui se fait peu à peu et où les gens finalement, j'ai l'impression, en tout cas par les retours qu'on a des formations qu'on organise, où on emploie le numérique, mais sont plutôt satisfaits et plutôt fiers d'eux aussi après de s'être dit j'ai pu me mettre une rigueur à aménager mon espace longtemps en fonction. Je crois que François Jourde avait envie de rebondir. Je vais ajouter, moi c'est mon expérience plutôt avec des jeunes, mais je pense que ça se reproduit à tout niveau. Vous parliez de la rigueur à l'instant, et c'est vrai aussi qu'il y a tout un apprentissage du juste rapport à l'écran à avoir quand on parle des écrans. Parce que les écrans sont quand même des magnifiques outils de distraction, et ils sont conçus pour ça, souvent. Je veux dire, alors quand moi je fais cours par exemple, alors si c'est la philosophie, si en même temps il y a le petit Twitter ou Facebook qui dit que Cindy a quitté Kevin, je ne peux pas lutter, vous voyez, je suis pas à mes égards. Donc il faut apprendre aussi la rigueur aussi d'un juste rapport à l'écran et d'une attention profonde, parce que les écrans sont quand même structurellement conçus. Windows, c'était l'idée que la pluralité des Windows, des fenêtres, il y a toujours quelque chose sous la première fenêtre qui clignote. Alors ça c'est toute une éducation aussi à faire, mais je pense à toutes les générations, c'est pas seulement les jeunes que moi j'ai, et parce qu'il n'y a pas de vrai apprentissage sans des moments quand même d'attention profonde. Et voilà. Noël Verpoort. Ce qui est très surprenant pour eux, c'est que dans un cursus scolaire classique, on a ses examens en décembre, on a ses examens à Pâques, on a ses examens en fin d'année, et puis voilà. Et ce qui les aide à se discipliner dans leur cursus, c'est que chaque fois qu'une UF, c'est UF par UF ou UF en parallèle qu'on travaille. Et donc chaque fois qu'une UF est terminée, il y a les tests, il y a la réussite. Et quelque part, ça les discipline parce qu'il y a une échéance précise. Pas tous, parce qu'il y a toujours des indisciplinés, ça c'est clair, ou des personnes qui sont plus difficiles. Mais quelque part, beaucoup m'ont dit, heureusement qu'on a ça, parce qu'au moins comme ça, on a l'échéance devant nous. Et puis on sait qu'une fois que c'est fait, on peut passer à autre chose.
Et ça les a, dans ce système-ci, ça les surprend d'abord au départ, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont connu un petit peu à l'école. Ça perturbe au départ, quoi. Oui, ça les perturbe, mais après, ils reconnaissent que c'est ce qui leur permet d'avancer. Parce qu'à chaque fois, la récompense, quelque part, ou la fierté de dire « Allez, celui-là, je l'ai fait, je passe au suivant. » C'est les traces dont on parle tout à l'heure. Voilà. Les traces. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Mhm. Et pour la fracture sociale, je vais ajouter que chez nous, j'ai eu l'occasion de gérer des projets alphabétisation avec lire et écrire. Et dans le cadre de ces projets, c'était des cours en entreprise. Et dans le cadre de ces projets, c'était 120 heures, il y a eu toute une partie qui était accès à l'ordinateur, accès à l'information, apprendre à envoyer un mail, tout ça, en dehors du cursus classique lire et écrire. Et c'était très drôle parce qu'on retrouvait ce fameux positionnement familial, du style les enfants râlent parce que maman ou papa a besoin de l'ordinateur, et puis les enfants s'y habituent, et du coup papa et maman trouvent aussi quelque part sa place. Et puis une fois que les cours sont terminés, toute la famille est fière et tout le monde est content. Mhm. Et ça crée beaucoup d'émotions pour finir dans les familles. Ça crée beaucoup et pas seulement dans la famille, d'ailleurs dans tous les gens qui les accompagnent, ce sont des grands moments parce qu'on voit vraiment les personnes évoluer. Et c'est important. Mhm. Claude Tilquin, justement par rapport à ces fractures, on a beaucoup parlé de la fracture numérique, mais aussi par rapport à la fracture sociale. Qu'est-ce que vous diriez justement de l'apport des TIS? L'influence. Sur base du constat qui a été dressé par mon voisin, je pense en effet nous n'avons pas rencontré de difficultés matérielles d'accès à l'outil. Oui. Je ne me souviens pas avoir entendu un étudiant me dire je dois acheter un ordinateur pour suivre la formation. Je pense que tous étaient déjà dans des conditions qui leur permettaient d'accéder au parcours de formation dans des conditions relativement correctes. Il fallait simplement, comme on le disait aussi, qu'ils se garantissent un espace de travail qui soit respectueux tout à la fois de leur espace familial et du temps de travail et de l'espace de travail nécessaire. C'est plutôt l'aspect social ou socialisation du groupe école qu'on risque, par une utilisation déraisonnée des TIS, qu'on risque de compromettre. Et ça, nous nous en sommes rendus compte assez rapidement, dans la mesure où ils ont été demandeurs très vite de séances présentielles supplémentaires. Mhm. Et lorsque nous avons organisé ces séances présentielles, nous leur avions mis à disposition un laboratoire informatique et ça a été pour nous rendre compte qu'ils travaillaient papier-crayon autour d'une table à 3 ou à 4 parce que c'était quasiment le seul moment de leur parcours de formation où ils pouvaient bénéficier de l'émulation d'un groupe, bénéficier des échanges humains tout simplement. Et donc cet aspect-là des choses, il faut de l'expérience que je peux en avoir en tout cas, je ramène toujours à cette expérience-là, c'est assez limité quand même, de l'expérience qu'on peut tirer après 3 ans de travail avec ces personnes-là, il faut vraiment être vigilant à la dimension sociale. Plutôt un blended learning, plutôt qu'un e-learning vraiment complet avec eux. Voilà. Fracture sociale, fracture culturelle, comme on le disait aussi, je pense que l'accès à une autre utilisation de l'outil informatique leur a permis, en tout cas aura permis au bout du compte à toute une série de personnes de reprendre aussi leur juste place à l'intérieur de leur cellule familiale. Et donc de se sentir à un niveau au moins équivalent, ou presque, que celui de leurs enfants. Mmh. Et c'était un gros problème qu'on rencontrait au départ. Ils n'osaient pas parler chez eux de leurs difficultés et donc demander l'aide éventuellement. Je me souviens de quelques étudiants qui m'ont fait la réflexion, je ne vais quand même pas demander ça à mon fils, quoi. Et donc ils préféraient se retourner vers l'enseignant ou vers le groupe pour avoir réponse à ces questions. Et sentiment de fierté ensuite lors du retour dans la famille, de voir que par rapport donc, voilà, à ses enfants, à une génération qui est peut-être plus à l'aise avec certains outils, de pouvoir être quelque part un peu remis à niveau. De satisfaction en tout cas, oui. Ouais. Oui. Intéressant. On peut donner aussi la parole à Bruno Schröder, parce que justement, peut-être que sur la fracture sociale, vous avez peut-être des éléments à dire. Notamment, on expliquait tout à l'heure que vous avez participé à un certain nombre de projets qui touchaient des publics plus fragilisés. Quel est votre regard là-dessus ? Donc, quand on voit les chiffres qui sont statistiquement utilisables, il y a 2 sources en Belgique. Il y a le recensement du ministère des Affaires économiques et il y a les sondages et le suivi que fait l'agence Wallonne
Enfin, maintenant, l'Agence wallonne du numérique, il n'y a malheureusement pas d'équivalent à Bruxelles ni en Flandre. Et là, on voit que la fracture, maintenant, n'est effectivement plus dans l'accès, comme ça a été dit, elle est dans la capacité à rendre l'outil opératoire. Donc, ça a été mentionné aussi, la différence entre un forum pédagogique et un forum Facebook ou autre, elle n'est pas immédiatement perceptible. Donc, le point clé, c'est le côté opératoire. Est-ce que je peux avoir un projet? Est-ce que je peux mettre ces techniques au service de mon projet et obtenir un résultat? Donc là, il y a un nœud. Mais maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que, je vais prendre une petite perspective historique. Quand j'ai commencé à faire de l'informatique, professionnellement, c'était en 82. Et il y avait deux types d'utilisateurs. Il y avait les comptables et les secrétaires qui utilisaient des outils complètement fermés, cloisonnés, avec des écrans où on ne pouvait faire que quelque chose. Et puis il y avait les ingénieurs et les programmeurs. Et on faisait à peu près ce qu'on voulait. Maintenant, donc on est parti d'une utilisation de l'outil qui est extrêmement restrictive. Et les seuls qui avaient vraiment la liberté de décider de ce qu'ils faisaient avec, c'était les ingénieurs, à maintenant une utilisation qui est vraiment quasiment chez tout le monde en fait. Donc l'outil en lui-même évolue et on est maintenant au stade où on va s'affranchir dans les 5 années à venir de la dépendance à l'alphabétisation. Alors, ça fait hurler, évidemment, surtout dans les milieux de l'enseignement, quoi, on ne va plus avoir besoin de savoir lire et écrire. Donc, enfin, c'est pas vrai, hein, mais on a annoncé aujourd'hui 50 langues en traduction simultanée sur Skype. Donc, ça veut dire qu'il y a là maintenant des applications qui sont capables de comprendre quelqu'un qui parle et de le traduire dans une autre langue. Donc, on a maintenant une technologie qui permet d'interagir simplement par la parole avec un ordinateur. Et les ordinateurs parlent déjà depuis très longtemps. J'ai une amie aveugle qui a plus de 40 ans. Elle a toujours eu un système qui parlait dans sa vie. Ça a été son interface avec le monde extérieur. Donc on est maintenant, les technologies sont prêtes, elles arrivent sur le marché pour qu'on n'ait plus besoin de savoir lire et écrire et de taper sur un clavier. On va pouvoir interagir avec un ordinateur en parlant. Donc je pense que la fracture sociale liée aux technologies, elle s'est vraiment considérablement réduite depuis les années 80. Elle va, je pense, complètement ou quasi complètement disparaître, allez, disons dans les 5 ans ou 10 ans à venir, quand on voit aussi la facilité d'intégration qu'une plateforme comme Facebook a. Je ne vais pas non plus discuter de l'intérêt ou de l'utilité de Facebook, mais il y a quand même plus d'1 milliard de personnes qui sont dessus et qui sont sur la même plateforme et qui viennent de tous les pays. Et donc on a là un environnement qui a été accepté par des gens qui viennent de cultures aussi variées que chinois, hindous ou européens et qui parlent des langues qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Et avec des modèles éducatifs ou des modèles philosophiques qui sont complètement différents aussi. Donc la capacité d'intégration de la technologie, en elle-même, elle est extrêmement importante en fait. Donc le point clé maintenant, c'est d'arriver à les mettre au travail. Et donc voilà, et c'est là où ça joue. Maintenant, donc c'est vrai que ça demande, la barrière est peut-être un peu plus haute parce que ça demande une certaine capacité de conceptualisation de ce qu'on veut faire avec l'outil, mais expérience personnelle faite dans différents cadres. La barrière n'est pas au niveau du diplôme ou de l'enseignement. Ces programmes de mise au travail, d'apprentissage de la programmation pour les chômeurs de longue durée, il y avait un réparateur d'escalator, il y avait un chanteur d'opéra, un joueur de hockey. On avait vraiment des profils extrêmement différents qu'on n'aurait pas imaginé être capable de faire ce genre de choses sur base d'un parcours académique classique. Donc moi je suis assez optimiste. Voilà. Et je pense que c'est un facteur de réduction. Et je vous passe les expériences en Afrique ou en Inde ou dans des bidonvilles qui témoignent de tout ça. Pour continuer, l'expérience a montré que peut-être certains professeurs ont eu assez difficile à se lancer dans la bagarre. Il y a une expérience très marrante, c'est qu'il y a un professeur qui, plutôt que de passer son temps à écrire, et alors des échanges de mails où on ne se comprend pas bien, et puis on doit recommencer parce que tout le monde répond mais pas sur la même chose, elle a dit, eh bien les gars, quand vous voyez que je suis sur Skype, alors là, tous les gens venus d'ailleurs, ça ils connaissaient quoi. Et alors, ils ont commencé à la skyper pour lui poser les questions et tout ça. Elle gagnait un temps fou, parce que là, elle pouvait poser vraiment toutes les questions pour que l'étudiant fasse bien correctement part de son problème. L'étudiant était moins frustré parce que faute d'orthographe et tout ça, on oubliait. Et pour finir, l'étudiant pouvait avancer. Donc ça conforte effectivement le fait que le contact, malgré tout, et que l'oral garde aussi énormément d'importance. François Jourde. On voit bien que la fracture, elle est dans les usages davantage que dans l'équipement lui-même. Et c'est pas parce que les digital natives, les jeunes qui arrivent, sont souvent des digitaux naïfs, parce qu'ils n'ont pas des usages très élaborés non plus, ou récréatifs, mais c'est comme ça, c'est à nous de leur apprendre.
je crois très fort à l'importance qu'il y a à sensibiliser et à former les gens, à développer ce qu'on appelle parfois un réseau personnel d'apprentissage, c'est-à-dire se rendre compte que Facebook, par exemple, c'est pas seulement un lieu d'échange récréatif et presque juste pour le contact, le pur contact, mais ça peut être aussi un lieu où on peut identifier des personnes ressources. Et la rapidité d'évolution dont vous parliez à l'instant tout à l'heure des technologies fait aussi qu'on a crucialement besoin d'identifier les personnes qui sauront nous apprendre les nouveautés, etc. Et donc le fait d'apprendre aux gens, moi c'est des jeunes ici, des plus adultes pour vous, mais leur apprendre à développer un réseau personnel d'apprentissage. On le développait déjà auprès d'un machine à café, puisqu'on n'allait pas voir les mêmes personnes, on avait plus de ressources. Et ça se fait avec le numérique maintenant, et les réseaux sociaux très forts. Ouais, effectivement.